On va commencer. Oui. Euh, Pas très rapidement, je vais vous présenter, mais très peu. Je vais vous laisser très vite le micro, en fait, hein. Donc, voilà, dire que vous travaillez à Sciences Po Lyon, que vous avez donc fait une thèse sur la question de l'islamisme au Maroc. Vous en redonnerez le titre plus précisément et comment vous en êtes venu. Ça nous intéresse un petit peu en préambule vraiment de ce travail, de dire justement ce que vous faites dans le livre dès le premier chapitre. Et je trouve ça très important de dire d'où vous parlez. Cette question de d'où on parle, c'est une question fondamentale. Alors, moi, je suis enseignant et que c'est une dimension dont je perçois aussi tout le poids, puisque effectivement, la réception est mécaniquement conditionnée par l'endroit d'où on parle. Donc, vous avez travaillé sur la République autoritaire, l'islam de France et l'illusion républicaine 2015-2022. Euh, le titre lui-même, la République autoritaire, et je vais commencer comme ça pour vous donner la parole, en fait, lui-même, euh, c'est un titre, on va dire, qui est une affirmation. C'est-à-dire que vous laissez assez peu d'espace au fait que, dans le livre, au fait que non, non, mais non, c'est pas vrai, notre République va parfaitement bien et on n'aurait pas vu ce qui se passerait. Donc, je vais vous poser cette première question. Effectivement, est-ce que le titre lui-même, donc la République autoritaire, Islam de France et illusion républicaine, là aussi le terme illusion envoie quand même quelque chose, toutes les failles, tous les trous dans la raquette, toutes les failles dans le système. Est-ce que ce titre-là a été questionné avec l'éditeur? Est-ce qu'il s'est imposé à vous avant même l'écriture du livre et que le projet part de je veux aller vers ça, ou est-ce que c'est plutôt l'écriture et l'accumulation de faisceaux de présomption, on en parlera, présent dans le texte, pour dire qu'on a quand même une difficulté systémique, on va dire, actuelle, avec la question de la démocratie, bien au-delà de l'islam sans doute, certainement. Est-ce que tout ça, voilà, dans quelle ordre ça s'est fait, ce projet-là? Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation. Merci à Vincent Taconnet d'avoir initié l'invitation et merci à la machine à voix de me recevoir. J'ai grand plaisir à venir malgré le trajet qui m'a mené jusqu'à vous et qui n'a pas été simple, le moins qu'on puisse dire. La question, d'abord peut-être revenir effectivement sur mon parcours et la manière dont je suis entré dans la question, par-delà la question de l'islamisme, sur la question des rapports entre islam et politique. Parce que ce qui fait le dénominateur commun à l'ensemble des formes d'islamisme, on pourra y revenir dans la discussion, c'est un rapport étroit, particulier, singulier entre islam et politique. Et quand je me suis intéressé au Maroc, j'ai travaillé sous le prisme suivant, genèse et reconfiguration de l'islamisme marocain, entre 69 et 2008 au Maroc. Je n'ai pas de lien avec le Maroc au départ, pas familiaux, rien du tout. Mais le fait de travailler sur le parti de la justice et du développement à l'époque m'est apparu en discussion avec des collègues comme quelque chose qui pouvait être original, un, un, à savoir un mouvement islamiste qui s'est institutionnalisé pour devenir PJD en 97. Et ça permettait de tester le fait qu'un mouvement islamiste qui pouvait être révolutionnaire au départ, contestataire, violent, comment est-ce que ce parti était devenu progressivement, cette association était devenue progressivement un mouvement associatif légaliste. Ensuite, par cohérence, puisque mon lieu de vie, c'est la France, et que je ne pouvais plus faire forcément aussi aisément du terrain que je ne pouvais le faire durant quelques années, je me suis concentré sur les rapports entre islam et politique en France. Et cette cohérence est née dès 2009, c'est-à-dire au moment même où je rédigeais ma thèse, je préparais ma thèse de doctorat, il m'est apparu intéressant de travailler également sur les rapports entre islam et politique en France. C'est comme cela que je suis devenu à la fois euh, je me suis intéressé à la fois à l'islamisme en contexte majoritairement musulman, le Maroc plus particulièrement, et à l'islamisme, et je reviendrai également, en contexte français. Je n'entends pas l'islamisme de façon péjorative, un terme maintenant qui est péjoratif. Quand vous dites islamiste, le réflexe que vous pouvez avoir, sans doute est-il le vôtre, c'est d'associer islamisme à terrorisme. Ce n'est pas le cas. L'islamisme ne débouche pas ipso facto sur le terrorisme. Il y a à l'origine
peut faire le dénominateur commun, cette idée que l'islam doit informer vie privée et vie publique, mais ensuite les modes d'action ne sont pas les mêmes. Un mouvement islamiste radical ou violent passera à l'acte violent. Vous avez d'autres formes d'islamisme, notamment en France, qui sont des formes d'islamisme légaliste, qui respectent la loi, qui ne sont pas très progressistes, c'est vrai, le rapport entre les hommes et les femmes, ça je ne vous apprends rien en vous disant, mais qui ne violent pas la loi, et surtout qui ne cautionnent pas la violence. C'est important de le dire parce qu'il y a eu beaucoup de confusion, notamment après les terribles attentats de 2015. Ensuite, s'agissant plus étroitement du titre du livre, la République autoritaire ne s'est pas imposée initialement, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire, et j'ai bien aimé cette expression que vous avez utilisée, c'est le fait d'accumuler des indices empiriques probants. C'est ce fait-là qui m'a conduit à choisir ce titre. Et Jean-Luc Bessis ne s'y est pas opposé, il était plutôt d'ailleurs emballé. Alors, des raisons aussi d'édition, pour être honnête, c'est-à-dire que quand vous dites République autoritaire, ça provoque. Est-ce que ça va vendre? Je ne sais pas. Quand on écrit, ce n'est pas pour vendre, c'est pour être lu et être discuté. C'est mon intention première. Et République autoritaire, c'était une provocation pour amener le lecteur à s'interroger, a priori, mais aller au-delà du titre. J'ai d'ailleurs eu quelques discussions animées avec des collègues qui me disaient, mais tu ne te rends pas compte, tu dis République autoritaire. J'ai dit, attendez, j'aurais répondu, lisez le livre, vous verrez que je suis quand même, enfin, j'espère, je suis plus prudent que le titre. Donc la République autoritaire, c'est une forme d'autoritarisme qui n'a rien à voir avec les régimes autoritaires que nous connaissons. D'ailleurs, je cite un politiste américain d'origine espagnole, Juan Linz, qui a travaillé sur l'autoritarisme. Donc il ne s'agit pas de dire que la France est une république autoritaire. Certainement pas, mais des pratiques politiques peuvent donner prise à ce type de critique que je formule. Des pratiques autoritaires, et j'y viendrai. Ensuite, euh, l'effet d'atténuation par rapport à ce titre qui peut être provoquant, choquant ou excessif, c'est la période que je choisis. J'ai choisi 2015-2022. Et c'est important. Et ça atténue le côté provoquant du titre. 2015-2022, ce sont les décisions qui ont été adoptées après 2015, l'état d'urgence et d'autres mesures. 2015, c'est l'idée que cet autoritarisme s'est donné à voir, cette forme d'autoritarisme s'est donné à voir essentiellement à partir de 2015 et des attentats des 7, 9 janvier et 13 novembre, notamment. 2022, je me suis arrêté à 2022 parce qu'il ne s'agissait certainement pas, là aussi, de faire ce que d'autres ont fait. Il y a eu une réflexion sur la République en général. Donc la période 2015-2022, c'est vraiment pour borner ma réflexion. Pourquoi est-ce que je parle maintenant d'illusion républicaine? Parce qu'il y a un écart qui est remarquable entre le référentiel républicain, le fait que nous reconnaissons des citoyens, in abstracto de leur appartenance confessionnelle, culturelle, etc., mais que dans les faits, l'origine revient. Je vais donner un seul exemple avant d'aller plus loin et faire peut-être continuer cet échange. Le projet d'échange de nationalité a envisagé l'exécutif hollandais, comme je l'ai dit à un moment donné, ce projet d'échoir de la nationalité française des personnes coupables d'actes terroristes, des binationaux. Et la réflexion que j'ai eue immédiatement, c'est de dire, finalement, et je m'arrêterai là, provisoirement, on fait une distinction entre un mauvais citoyen de souche française et un mauvais citoyen d'origine étrangère. Comme si le mauvais citoyen de souche française était moins coupable, toujours moins coupable, que quelqu'un qui est de souche étrangère. Vous voyez, on instaure, on institue, malgré toutes les justifications, une forme de rapport à géométrie variable à la citoyenneté. Et ça m'a interrogé. Ensuite, il y a d'autres exemples, d'autres illustrations que je pourrais donner au cours de l'échange. Illusion républicaine, peut-être pour terminer, je dois cette expression à Freud. Le fait qu'il y a des gens de bonne foi qui mobilisent le référent républicain, qui croient en la République, qui croient en la République, en dépit du titre, en dépit de mes critiques, mais que cette croyance parfois entraîne des formes d'illusion, pour ne pas dire désillusion. C'est-à-dire cet écart entre ce qui est affirmé, ce qui est énoncé, ce qui est effectif. Oui, donc effectivement, apparaît dans le livre cette question en gros, ce droit à critiquer la République, qui revient à plusieurs endroits, c'est-à-dire qu'effectivement, typiquement, lié à nos origines, à nos noms, etc., je peux plus facilement critiquer, questionner, interroger la République que vous. Et ça, c'est extrêmement problématique en termes de citoyens, effectivement. Donc, ça pose cette question-là. On sent que tout de suite arrive
et le mot revient beaucoup dans le livre, hein, la question du soupçon, on y reviendra. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dans la première partie du livre, vous montrez en quoi il ne s'agit pas d'une sorte de complot, il n'y a pas un programme, il n'y a pas un projet construit d'élite de s'en prendre à une communauté en particulier. De ce point de vue-là, ça nous éloigne effectivement d'un État totalitaire, la question, n'évoquez pas, et même d'un État autoritaire, mais on a bien des indices, par contre, concordants, faisceaux concordants, qui montrent que effectivement, une partie de la population est de plus en plus discriminée et elle l'est bien, pas directement par l'État, mais comme ça passe par des représentants de l'État, à un moment donné, quand les représentants de l'État ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre, on peut dire que c'est l'État. Effectivement, c'est toute la difficulté, et je reconnais ça, c'est-à-dire que moi, en tant qu'enseignant, je suis très vigilant à ça, toujours rappeler qu'il peut y avoir des dérives ponctuelles, que c'est extrêmement difficile, mais il ne s'agit pas d'un complot organisé, mais bien plutôt d'un faisceau d'indices et puis de réactions qui jettent la suspicion. Alors, pour mettre les pieds dans le plat, et c'est peut-être effectivement l'endroit, c'est-à-dire que je pense c'est toute l'utilité du livre de contrebalancer, d'abord d'apporter ce regard en décalage par rapport à un discours culpabilisant, où en gros, quand on est républicain, on va dire, on va taxer toute personne qui critique la République d'anti-républicain. Ce qui est, voilà, jeter le bébé avec l'eau du bain, et voilà, et là, on tombe dans une forme d'assignation. Euh, mais vous montrez très bien comment Macron joue beaucoup la politique du en même temps. Alors j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Euh, Macron qui apparaît avant même d'être élu plutôt comme quelqu'un de pragmatique sur ces questions-là et de relativement ouvert, mais effectivement il y a cette gestion euh, sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse suite aux attentats. Voilà. Comment on réagit par rapport à ça? Et alors, quand je dis que je souhaite un peu mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire que vous montrez assez bien comment le problème, notamment suite aux attentats, d'un chèque en blanc, on va dire ça comme ça, donné aux forces de l'ordre pour faire que ça se reproduise plus, va générer tout un tas de violences ciblées de manière mécanique. Hein. Dès qu'il y a une suspicion, voilà, la police arrive et elle n'arrive pas forcément avec des pincettes et va le faire de manière très large et que donc elle va voilà, rentrer dans des appartements et en cassant la porte, en entrant de manière un peu violente, mettre des gardes à vue, et que ça se solde par un nombre très très important, 9 sur 10, mais je veux bien le croire, de non-lieux derrière. Alors évidemment, la question, je vais dire dans l'autre sens, c'est que le problème, c'est que le 10e sur 9 sur 10 peut commettre des dégâts tels que la République peut-elle faire autrement. C'est peut-elle faire autrement. C'est pour ça, en ce sens-là, je reconnais que ben voilà, vous n'êtes pas dans une forme de théorie du complot d'un État qui voudrait absolument voilà, stigmatiser, mais comment faire face au fait que oui, dans certains quartiers, il y avait des gens qui sont armés. Quelque part, on peut dire, et ça, le point témoin, mais il y a quand même un avant et un après cette politique autoritaire. Je suis là aussi pour voilà, faire l'avocat du diable. Ça a été efficace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut toujours avoir un déséquilibré qui va aller tuer un enseignant avec une épée, mais depuis 2015, nous n'avons plus des gens organisés qui ont et des bombes sur eux et des mitraillettes, etc. Donc une forme d'efficacité. Et que forcément, les autorités vont mettre ça à leur bilan et à leur crédit. Merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles je vais revenir. Et je vous remercie d'avoir souligné le fait que je ne cédais pas au manichéisme. Il y a une chose de laquelle je me défie, c'est vraiment le manichéisme. C'est-à-dire, d'un côté, il y aurait les dominants, et de l'autre, des dominés, hein, qui ploieraient sous le joug d'autorité avec des capitaux, etc. Je ne nie pas le fait qu'il y a un déséquilibre, bien sûr. Quand vous avez une parole consacrée, autorisée, vous avez toujours plus d'influence qu'un citoyen lambda, même un citoyen très contestataire.
Mais je refuse ce manichéisme, ce qui m'amène d'ailleurs à mettre en question ceux qui postulent l'idée d'une islamophobie d'État. Il peut y avoir éventuellement de l'islamophobie entendue comme essentialisme négatif à l'égard de musulmans en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam dans certains secteurs de l'État, mais ce n'est pas l'État en tant que tel. Et cette expression écrase en quelque sorte la diversité qui se donne à voir au sein d'un État. Vous avez des hauts fonctionnaires tout à fait bienveillants, très nuancés sur la question de l'islam, fruit de rencontres et d'entretiens. J'ai des interactions parfois avec des hauts fonctionnaires au bureau central des cultes qui sont tout à fait bien disposés à l'égard de l'islam. Donc pour moi, dire islamophobie d'État, ce serait sacrifier cette nuance nécessaire. Ensuite, sur ce qui s'est mis en place, moi, ce que j'ai repéré dès 2016, je crois que je le dis d'ailleurs à un moment donné, cette logique de suspicion, c'est-à-dire au nom d'une lutte légitime contre le terrorisme et la violence au nom de l'islam, qui pourrait contester cette légitimité de l'État à agir efficacement pour empêcher la commission d'actes répréhensibles et des actes de grande violence? Personne ne pourrait contester cela, personne ne le conteste, en tout cas pas moi. Cependant, les critères étaient tellement peu clairs, très, je dirais, non stabilisés, des critères non stabilisés, que l'État, la puissance publique, en est venue à mettre sur le grill, en quelque sorte, des musulmans qui n'avaient rien à voir avec la violence, des perquisitions administratives, des perquisitions abusives. Et j'en connais un certain nombre d'ailleurs d'acteurs musulmans qui ont été visités. Alors parfois ça s'est très bien passé, à d'autres moments ça s'est moins bien passé, et qui ont été soupçonnés à ce moment-là, après 2015, de frayer avec des formes, je dirais, extrêmes de violence, hein, d'engagement politique. Et c'est ce qui m'a conduit à cette inquiétude, qui est une inquiétude qui était, je dirais, qui n'était pas le fruit d'un... Vous voyez, on utilise souvent cette expression qui me déplaît, le victimisme, hein, l'esprit victimaire. Cet esprit peut exister. Ce n'est pas mon cas. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais auto-justifier, en quelque sorte, m'auto-justifier. C'est que jusqu'à 2016, 2017, même au-delà, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la violence au nom de l'islam. Donc, je suis très à l'aise. J'ai beaucoup travaillé sur l'islamisme, sur des formes politiques ou symboliques de violence qui existent dans des discours d'acteurs très conservateurs de l'islam. Hein, je ne le nie pas. Et d'ailleurs, je suis en train actuellement de rédiger un travail sur ce que j'appelle, à partir des travaux de Bourdieu, la violence symbolique au nom de l'islam. Mais il était un devoir pour moi de compléter cette analyse justifiée, à mon avis, par un regard porté sur la puissance publique. Qu'a fait la puissance publique après 2015? Et pour en venir à Emmanuel Macron, donc on passe très vite, mais je pense qu'on y reviendra au cours du débat. Emmanuel Macron, c'est plutôt un libéral culturellement parlant, qui, dans des contextes précis, pour se sortir de difficultés et surtout pour ne pas laisser l'extrême droite gagner en quelque sorte du terrain, a cru bon, et il s'est trompé à mon avis, d'activer certains thèmes, certains concepts, certaines notions qui sont des formes de légitimité à, euh, à l'extrémisme. On veut pour preuve l'expression insécurité culturelle, est un pseudo-concept ou un concept parascientifique qui a été utilisé par Christophe Guilluy, repris à son compte par le défunt Laurent Bouvet, qui est décédé, cofondateur du Printemps républicain, et qui est une expression que j'analyse comme suit. C'est une légitimation du fait que certaines catégories de Français puissent avoir des doutes exacerbés à l'égard de populations jugées culturellement différentes. C'est ça la sécurité culturelle. Et le fait même que le chef de l'État, dans un contexte donné, puisse reprendre ce type de notion m'est apparu menaçante à l'égard de la confiance ou des efforts qui sont entrepris par les musulmans de France. Je rappelle que les acteurs principaux de l'islam institutionnel, même si c'est difficile de parler d'islam institutionnel, il y a telle querelle, telle concurrence dans le champ islamique hexagonal, il est difficile de parler de représentants. Mais ces représentants réels ou supposés ont fait énormément d'efforts ces dernières années. Et ils ont systématiquement l'impression que malgré ces efforts accomplis, un certain pouvoir politique, c'est moins l'État que les pouvoirs politiques dans le sens de Claude Lefort, ne tient pas compte de ces efforts et demande systématiquement de nouvelles preuves de loyauté, de légalisme. Ça, c'est préjudiciable, à mon avis, à l'intercompréhension entre une partie de l'État et une partie des musulmans actifs dans le champ islamique hexagonal. Oui, du coup, ça pose la question en fait de la place de l'extrême droite et en France et dans l'Europe. Cette difficulté aussi, cette confrontation, que nous en Aquitaine, on pourrait presque dire qu'on le voit moins qu'ailleurs, puisque encore l'extrême droite est
comme Bordeaux est très minoritaire, et que je me dis que dans ce genre d'assemblée, il y a assez peu de gens de l'extrême droite. Mais c'est vrai que l'extrême droite a gagné un terrain énorme. Moi, je le dis à mes étudiants, hein, parfois, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, je suis à la fois là pour le fameux d'où je parle. Je suis fonctionnaire de l'État, j'incarne la République, je suis la République, et puis je défends la démocratie. Et que ça n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai un discours de démocrate et que donc je permets à ce que toutes les positions se défendent. Et puis j'ai un discours républicain, je défends le système, c'est-à-dire que quelque part, j'appelle mes élèves à se méfier de l'extrémisme, quel qu'il soit. Mais c'est là où effectivement on se dit qu'on a un jeu qui est extrêmement inquiétant, c'est-à-dire que je ne vois pas de solution et je trouve ça, je ne suis pas sûr que vous n'arriviez à en trouver non plus, c'est-à-dire qu'on se sent piégé. On se sent piégé parce qu'effectivement, vous le dites très bien dans le livre, comment des musulmans modérés sommés de se justifier, c'est insupportable, que effectivement, quand on a des perquisitions, c'est insupportable, surtout quand elles ne sont pas avérées, avec une police dont effectivement, on le sait, il y a une surreprésentation au sein de la police nationale de gens qui votent plutôt très conservateurs, il y a les choses voilà, avec les nuances de circonstances, euh, et que donc, effectivement, ils partent avec des a priori aussi, beaucoup d'a priori, pas toujours bien, et qu'on a l'impression qu'on va avoir des extrêmes qui vont s'affronter, mais on ne voit pas très très bien comment ça pourrait aller autrement, surtout que, et c'est là, moi, ce sur quoi j'aimerais revenir, parce que c'est pour moi, je sais pas comment dire, le point aveugle du livre. Vous parlez finalement assez peu, ou pas assez, euh, voilà, vous mettez sous le tapis, alors que, comme vous dites, vous avez travaillé dessus à d'autres occasions, sur ce qui nous vient de l'étranger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'islam peut bien, en tant qu'islam politique, peut bien être un vecteur, faire passer des représentations qui ne sont pas liées à notre culture et qui cherchent à déstabiliser l'État, et pas que l'État, la société. Et donc cette inquiétude, une part de légitimité. Et on ne va pas se mentir, moi en tant qu'enseignant, les choses, je sais, ont énormément évolué en 25 ans. Et donc on arrive à la question qui est un point, une partie importante du livre, la question de l'invisibilisation et de la visibilisation. Alors à votre avis, pourquoi d'abord l'islam éprouve ce besoin de se rendre visible alors que ça n'a pas toujours été le cas? Qu'est-ce qui change? Je sais que c'est aussi une dimension mondiale, mais que de la comète d'un processus qui est bien plus large. Voilà, et puis on parlera peut-être effectivement un petit peu de la jeunesse là-dedans et de la place qu'elle prend, comment elle devient une jeunesse militante sur cette question-là. Mais d'abord, effectivement, la question de la visibilisation peut-être. Oui. Merci. Oui, c'est vrai qu'il y a un point aveugle dans cet ouvrage. Je l'assume. Mais pour donner une cohérence à un écrit, parfois il est difficile d'y ajouter des éléments qu'on aurait pu ajouter parce que ça aurait, si on veut, ça aurait nuit à la cohérence globale de l'ouvrage. Parce que, comme je le disais, jusqu'à l'écriture de ce livre, mon regard était plutôt porté sur la violence symbolique au nom de l'islam. Cette violence symbolique qui ne prend pas la voie des armes, mais qui discrimine, qui a une vision très manichéenne de la société. Donc j'en connais des acteurs comme ça, j'en ai interrogé. Je me suis même confronté parfois à certains acteurs musulmans très conservateurs ou néo-frères musulmans, pour en revenir sur la définition, ont une vision très conservatrice de l'islam, c'est vrai. Mais c'était un autre travail. Là, c'était vraiment de dire ce qui me pose problème, ce que j'essaie d'expliciter, c'est le fait que l'État, c'est pas le fait qu'il agisse contre les personnes violentes ou des personnes qui ont une vision du monde potentiellement attentatoire à l'intégrité morale et physique des autres. C'est qu'il n'y a plus de critères décisifs qui permettent de dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, un comportement conservateur du point de vue religieux, moi, en tant que libéral, ne me pose pas problème dès lors qu'il ne s'impose pas aux autres. Par le discours, par la menace, par l'agressivité, par des formes plus ou moins avérées de violence. L'État peut souhaiter l'émancipation des individus, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent s'arracher à une vision ritualiste, dogmatique, intolérante de la religion. Ça peut être un souhait. Ce n'est pas une mission de l'État. Vous ne pouvez pas émanciper les individus malgré eux. Et je crois que c'est là le problème. C'est-à-dire que au nom de la lutte légitime contre des violences symboliques au nom de la religion, ce que nous faisons tous à notre niveau, en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs, en tant que citoyens, le fait que nous puissions être interpellés, interrogés par des comportements
qui s'appuie sur des formes de religiosité conservatrice, ne doit pas amener l'État à avoir une conception policière, je dirais, du comportement des citoyens. Quand la loi du 24 août 2021 est passée, ce que je craignais est arrivé. Même avant, il y a des discours de ministres, je me rappelle de Marlène Schiappa ou de Gérald Darmanin, ou Marlène Schiappa qui a pu dire un jour il faudrait que les imams marient des couples homosexuels. Ça, vous pouvez le dire en tant que citoyen, vous pouvez le souhaiter, comme musulman, comme non-musulman, etc. Mais la puissance publique et un représentant de l'État ne peut pas imposer cela à une religion, quelle qu'elle soit, quand bien vous en pensez du mal de cette religion. Ce n'est pas ça qui est en jeu. C'est ça le point central de la démonstration. C'est de dire il faut discuter culturellement, philosophiquement des visions du monde clivantes, manichéennes, qui peuvent poser problème je dirais dans des formes de sociabilité, etc. Mais ce n'est pas à l'État de prendre en charge cela. Ce qui explique ce point aveugle. Il n'en est pas vraiment un. Parce que je le dis d'ailleurs dans le livre, à un moment donné, au moment de la signature de cette charte, le principe de l'islam de France, fin 2020, c'est l'Élysée qui a souhaité une charte pour les musulmans. Ça pose d'ailleurs une question. Est-ce que les musulmans ont besoin d'une loi spécifique plutôt que la loi commune? C'est un vrai problème. On fait voter une charte, enfin faire adopter une charte au forceps, c'est l'Élysée qu'on va relayer ensuite le ministère de l'Intérieur auprès des représentants supposés des musulmans en leur disant vous votez une charte dans laquelle il sera écrit que vous ne condamnez plus à mort l'apostasie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire implicitement que les musulmans seraient favorables au crime à l'endroit de celui qui aurait changé de religion. C'est ce que ça veut dire en implicite. Et le fait même que l'État cautionne ce type de démarche montre, qu'on le veuille ou non, mécaniquement, pas forcément consciemment, qu'il y a une citoyenneté à géométrie variable. Et du coup, et j'en viens là à la conséquence en quelque sorte de l'explication que je donnais en amont, c'est qu'on ne peut même plus discuter au sein des musulmans de France de vraies questions. La question de la réforme, la question du rapport à la norme religieuse, etc. Parce que tous ces efforts sont abîmés par une puissance publique qui s'impose par la police ou par, je dirais, des formes de contraintes. Je crois que c'est ça le danger. Il faut discuter de cela, mais l'État n'a pas à prendre en charge cela. Oui, mais vous citez dans le livre Tariq Obou, assez brièvement, mais il faudrait qu'effectivement, il y a dans la communauté musulmane des imams qui prennent position en disant que finalement, c'est un moindre mal. On voit, c'est toujours pareil, il n'y a pas de bonne solution. Et celle-ci a au moins l'avantage de dire, ben, vous voyez, on le fait, et maintenant, on va pouvoir avancer. Pour pouvoir justement être dans cet entre-deux, voilà, qui piège, en fait, l'immense majorité des musulmans qui sont peut-être intégrés et qui n'ont pas cette difficulté-là. Je veux bien qu'on revienne un petit peu sur cette position modérée, et ensuite, je voudrais qu'on parle un petit peu de la jeunesse pour laquelle les questions se posent pas du tout de la même manière, de mon point de vue. Alors, c'est peut-être mon regard d'enseignant en lycée, mais au sens où la violence n'est même pas une question pour eux, on la subir, hein, pas la provoquer. Par contre, la radicalisation d'une certaine jeunesse militante, quelque chose qui interroge effectivement l'enseignant que je suis, évidemment, etc. Donc, commençons par cette première chose, effectivement, ceux qui se disent mais pourquoi pas, allez hop, on cautionne, est-ce que ça pose des problèmes ou pas, de dire, on voit bien qu'il y a des présupposés, mais ce que tu disais, mais finalement, de toute façon, c'est un moindre mal, voilà, on va dire ça, n'est-ce pas un moindre mal, et puis ensuite, passons à la jeunesse. C'est vrai. Merci d'avoir également relevé ce point. En fait, c'est un acteur que j'ai interrogé, que je connais, qui s'appelle Larabi Béchri, et est doyen de l'Institut européen des sciences humaines à Château-Chinon, qui est un institut qui a été fondé dans le sillage de l'Union des organisations islamiques de France. Cette organisation est née en 1983 et qui s'est rebaptisée Musulmans de France depuis 2017. Pour résumer, c'est une formation, une association qui s'inscrit dans l'héritage des frères musulmans. Je vais y venir, c'est-à-dire Hassan Banna, fondateur des frères musulmans en 1928 en Égypte. Donc une vision très normative de l'islam, mais parfois punitive aussi. Je parle de néo-frères musulmans concernant ces acteurs parce qu'ils s'inscrivent dans cet héritage tout en l'actualisant. C'est-à-dire qu'ils revendiquent la laïcité, le principe laïque. Ils ne veulent pas l'imposition ou l'application de la charia en France, etc. C'est pour ça que je parle de néo-frères musulmans. Néo, c'est important parce que je reconnais cet héritage, parce qu'eux-mêmes le reconnaissent,
tout en admettant le fait qu'ils aient évolué, notamment sur la question laïque. Parce qu'au départ, ces acteurs, comme l'Arabie Béchri, n'est pas forcément favorable à la laïcité au départ. Donc ça a été une maturation progressive. Ce qui l'amène, lui, que j'ai rencontré à Château-Chinon, avec lequel j'ai discuté plusieurs fois, à reconnaître que la charte a des vertus. Pourtant, c'est un théologien conservateur et qui reconnaît que cette charte des principes pour l'islam de France adoptée en 2020 a des vertus de réassurance vis-à-vis des concitoyens, notamment non musulmans. Pour dire les musulmans, pour réaffirmer le fait que les musulmans sont véritablement attachés aux droits établis et refusent toute forme de stigmatisation des femmes, des homosexuels, etc. Donc, c'est vrai. C'est pourquoi je ne suis pas manichéen, parce que cette réalité-là, elle est tamisée, elle est nuancée elle-même. Vous voyez, vous n'attendez pas d'un acteur conservateur qui est dans un institut plutôt conservateur qu'il puisse reconnaître le primat dans le contexte français de toute forme d'appartenance, laïque, agnostique, athée, etc. C'est une vraie nouveauté, c'est une rupture. Alors, certains pourraient dire, oui, mais c'est un discours. Oui, mais le discours oblige un acteur. La politique, le social se fait avec des mots. Donc, refusez, rejetez toujours ceux qui vous disent, oui, c'est ce qu'ils disent, mais en réalité, ils font autre chose. Non, on peut s'en tenir, à moins de voir une contravention immédiate entre le discours et l'acte, il faut tenir compte du discours des acteurs, parce que c'est un discours qui les engage, que vous pourrez leur opposer. Et le fait que l'Arbi Béchri reconnaisse le fait qu'il faut respecter la laïcité intégralement, il faut respecter les agnostiques, il faut respecter les athées, etc., c'est une vraie nouveauté, une vraie rupture par rapport à la façon de se comporter des frères musulmans ou des néo-frères musulmans dans les années 80. Donc cette charte, c'est un moindre mal, qui a été reconnue comme telle, et ce qui montre qu'il y a des diversités possibles de positions au sein des organisations musulmanes. Il y a 3 fédérations qui ont refusé de signer cette charte. D'ailleurs, elles l'ont signée quelques temps après. C'était une fédération Tablir, donc foi et pratique. C'est un mouvement qui s'inscrit dans l'héritage de Mohamed Elias, fondateur de ce mouvement de prédication en contexte indo-pakistanais au milieu des années 20, foi et pratique. C'est un mouvement prosélyte qui appelle les musulmans culturels à revenir à une pratique plus assidue de l'islam. Et vous avez 2 fédérations turques qui avaient refusé, qui avaient rejeté la charte, parce qu'elles instauraient une forme de suspicion. Et puis quelques mois après, du fait des pressions de l'État, le fait que l'État ne reconnaisse que ceux qui ont signé la charte, les fédérations en question sont revenues à la table en quelque sorte. Mais la réalité est nuancée, vous voyez. Ce n'est pas d'un côté les républicains, les autres les anti-républicains, c'est beaucoup plus nuancé. Il y a des critiques qui ont été adressées à cette charte, mais pour autant, ces acteurs restent légalistes, restent attachés à la loi. Et c'est ce que nous ne voyons pas malheureusement dans le débat français, j'en terminerai provisoirement là-dessus, c'est que au nom d'une lutte légitime contre ces formes, encore une fois, de violence symbolique dans le discours, récemment la polémique autour de la Sainte Puissane, etc., on en vient à mandater l'État ou à accepter que l'État, sous les caméras par ailleurs, organise l'expulsion ou exécute l'expulsion d'un imam. Cet imam, je travaille sur ses discours depuis quelques années. D'ailleurs, dans le travail que je suis en train de mener, on monte à des discours de 2015-2016. Donc ce travail de critique, il est fait. Et le fait de mettre en spectacle cette expulsion a inquiété, y compris des modérés. Je n'aime pas beaucoup l'expression, mais je l'utilise. En fait, je dis dans le livre, le modérantisme des modérés ne suffit plus. Ce qui montre bien qu'il y a péril en la demeure. Vous voyez, vous pourriez dire que s'il n'y avait que des excités à monter au créneau, ce n'est pas grave. Et là, le fait que des modérés montent au créneau, ça traduit une forme de, oui, de crainte, une angoisse aussi. J'ai eu quelques responsables musulmans il y a quelques jours qui étaient angoissés par rapport à ce qui s'est passé autour de l'imam Hussein, qui a disparu. Hein. On ne sait pas où il est allé d'ailleurs. Oui, de fait, ça me renvoie effectivement pour le coup à l'ouvrage que j'ai moi-même écrit, qui part de la mort de Samuel Paty, où effectivement nous avions cette injonction intenable de dire, ben voilà, il faut que la parole se libère, laissez les jeunes parler, et puis en off, vous nous faites remonter les noms de ceux qui ont un discours inquiétant. Donc, vous libérez la parole, savoir qu'il faudrait donner des noms de jeunes radicalisés. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune radicalisé? C'est l'autre aspect sur lequel on revient, parler un petit peu de la question de la jeunesse, notamment avec le port du voile, à l'école, pas à l'école. Donc, effectivement, nous avons des jeunes
filles militantes de plus en plus, hein, c'est un fait, et que donc il y a bien cette demande de visibilisation, avec dans les retours, je vais être un peu provocant, mais les jeunes filles qui font ça le font pour des motifs extrêmement divers. Je ne suis pas sûr que la loi soit mal faite. Moi, personnellement, hein, en tout cas, j'ai aucun problème avec la loi, je regarde la République, on sait de on parle. Mais en plus de ça, je dirais qu'effectivement, l'interdiction du voile à l'école me va très bien. Et il ne faut surtout pas que le voile soit interdit dans la rue, parce que le jour où il le sera, tout mon discours pour dire oui, mais l'école est un lieu à part, un sanctuaire, ne tient plus. Donc, voilà, je pense que la loi est à peu près équilibrée. Après ça, en termes de radicalisation, c'est quelque chose aussi, quand on regarde dans les pays voisins, on pourrait dire, tiens, on pourrait faire comme en Belgique, comme en Allemagne, etc., où ça ne pose aucun problème. Je pense que nous aurions beaucoup moins de problèmes, effectivement, si ça se faisait. Et en tous les cas, ça ne joue pas ni dans un sens ni dans l'autre, parce que, hélas, les autres pays européens n'échappent pas à la question du terrorisme, à moins. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas là où ça se joue beaucoup. Par contre, donc effectivement, cette question des jeunes, c'est un côté, je pense que les jeunes filles portent le voile de manière punk. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la question de l'invisibilité. Je veux être vue. C'est très, très, voilà, c'est tout le paradoxe. On ne me voit pas, mais on me voit quand je mets le voile. Et donc, j'existe. Et si en plus de ça, vous me faites la morale, etc., mais voilà, je marque, c'est aussi des adolescentes et ben alors, vous allez faire quoi, etc., etc. Et cetera. Et donc, elles se construisent, ces jeunes filles. Donc effectivement, stigmatiser est sans doute contre-productif. Et c'est là où on voit que l'État est piégé. C'est là où moi, j'ai un peu, hein, c'est que, complètement, c'est que, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas une vision, c'est qu'on essaye de trouver une sorte de modus vivendi très difficile. Et donc, du coup, pour en revenir à votre regard, vous, sur la question de la jeunesse, ce besoin d'affirmation, ce besoin de visibilité, comment vous le percevez? Parce que moi, je reviendrai dessus derrière, ça a d'autres incidents derrière. Merci. Oui, au moment où vous avez fait cette remarque, Laurent, j'avais oublié de répondre à cette partie je dirais, peut-être proposer une typologie des musulmans de France. Alors, ce n'est pas dans cet écrit, mais je l'ai fait ailleurs, où je propose 4 catégories de musulmans. Vous avez ce qu'on peut appeler les musulmans culturels, c'est-à-dire qui sont liés d'une manière ou d'une autre à une tradition musulmane, par héritage familial. Il n'y a pas de pratique nécessaire derrière je dirais, cet héritage. On appelle ça généralement, on qualifie ça de musulmans culturels. Vous avez des musulmans confessants, actes de confession qui peuvent aller à la mosquée, j'allais dire l'église, une église, pratiquer le culte, etc., qui peuvent être intégralistes ou non. Intégralistes, rapidement, la définition que peut en donner Émile Poula, ou que peuvent en donner Émile Poula et Jean-Marie Donégali, c'est cette vision globale de la religion, le fait que la religion est réponse à tout, individuellement, collectivement, culturellement, économiquement, etc. Ils peuvent aussi recourir au prosélytisme, dans cette deuxième catégorie, mais le prosélytisme n'est pas inscrit, n'est pas interdit. Il y a des personnes qui souhaitent témoigner de leur foi. Vous avez une troisième catégorie, que j'appelle les musulmans dits idéologiques, qui se fondent sur des références doctrinales particulières, qui se revendiquent de Hassan al-Banna, par exemple, de Saïd Qutb et d'autres auteurs, qui, eux, ont balisé le terrain théoriquement. Donc, ces musulmans idéologiques s'inscrivent dans cet héritage sans être forcément, je l'ai dit tout à l'heure, violents, recourir à la violence. Et vous avez une quatrième catégorie, et je pense que la question du voile peut en partie y entrer, ce sont les musulmans identitaires. Les musulmans identitaires qui font de l'islam un bouclier, une espèce de bouclier, un vecteur pardon, d'affirmation de soi contre une société jugée hostile. Ça, cette catégorie est importante, notamment, je le vois, certaines jeunes filles portent le foulard, elles le portent, puis à un moment donné, elles le retirent. Je crois que là, c'est là où on a la marque la plus prégnante de l'identitarisme. Je ne l'entends pas de manière négative, l'identitarisme. Il ne s'agit pas de porter un jugement dépréciatif, bien qu'il puisse s'interroger l'identitarisme. C'est une forme d'exacerbation de l'appartenance identitaire. Mais le port du foulard, vous remarquez qu'il est identitaire au fait que ces jeunes filles vont le porter puis l'enlever à un moment donné. À un moment donné d'affirmation de soi, un contexte, parfois des rencontres, etc. Vous avez des jeunes filles qui le portent par conviction.
C'est-à-dire qu'elles estiment, à tort ou à raison d'ailleurs, que c'est une obligation religieuse. Ça découle des textes de l'islam, des textes de la tradition musulmane. Évidemment, il ne s'agit pas de faire du misérabilisme, mais si on remonte aux textes de la tradition, y compris aux interprètes canonisés par les sunnites, c'est beaucoup moins évident que cela, l'obligation. On peut faire cette pédagogie, elle existe, cette pédagogie. D'ailleurs, Tariq Obou le fait, en expliquant que les textes n'enjoignent pas aux femmes de porter le foulard. Mais vous pouvez le dire, mais vous pouvez accepter concomitamment le fait que des femmes le portent librement parce qu'elles estiment, à tort ou à raison encore, il s'agit d'une prescription religieuse. Et puis vous avez troisième sorte de personnes qui encouragent au voile et qui ne disent pas simplement que c'est une question d'obligation religieuse, mais qui implicitement ou explicitement considèrent les femmes qui ne le porteraient pas ou qui ne le portent pas comme étant moins bonnes musulmanes que d'autres. Et ça, c'est problématique. Le discours culpabilisant, ce n'est pas dans le fait que des hiérarques religieux obligent ou recommandent aux femmes de porter le foulard. Dans toutes les traditions religieuses, vous avez cet impérium en quelque sorte, hein, cette obligation qui est faite, cette injonction s'applique souvent aux femmes, c'est vrai, et moins aux hommes. Mais en matière vestimentaire, on pourrait trouver d'ailleurs des textes de la tradition musulmane qui sont aussi qui peuvent être assez relevés, hein, y compris à l'endroit des hommes, mais moins que les femmes, c'est clair, pour être honnête, il faut le dire. C'est là où ça pose problème. C'est quand il y a un discours de culpabilisation qui accompagne le discours. Par exemple, la stigmatisation de la femme qui ne le porte pas. Il y a même eu un moment donné sur Internet, alors la vidéo a été retirée et l'acteur en question a évolué par la suite. Le fait qu'une femme, si elle était violée parce qu'elle ne portait pas le voile, c'est qu'elle l'avait cherché en quelque sorte. Il y avait ce type de discours. Alors, ce discours, vous le trouvez moins sur Internet maintenant. Il y a eu 2015. Et surtout, il y a une vigilance aussi de la puissance publique, la police, par rapport à ce type de discours. Je suis d'accord avec vous, Florent. Il y a parfois un discours de stigmatisation, un discours de culpabilisation qui accompagne l'enseignement d'un certain nombre de normes et de dogmes. Et ça, c'est aux acteurs culturels, aux enseignants que nous sommes d'expliciter les orientations dogmatiques. Comment ça se fait historiquement? Comment la norme se construit historiquement? Par exemple, vous pouvez le faire. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est ma marotte, mais j'en reviens à cette idée que l'État peut souhaiter et ne peut pas l'imposer. C'est vraiment ça le cœur peut-être, si je devais résumer l'idée principale dans cet ouvrage, c'est de mettre le curseur sur les dangers qu'il y a d'un État qui interfère avec la morale individuelle des individus. C'est pour ça que je dis à un moment donné d'ailleurs que la laïcité n'est plus un principe, mais une morale, une espèce d'axiologisation, substantialisation de la laïcité. La laïcité, c'est devenu une trique. C'est terrible, c'est un principe attractif, y compris auprès de musulmans confessants. Vous avez même des rigoristes qui revendiquent la laïcité. C'est merveilleux la laïcité. C'est liberté de culte, liberté de conscience, etc. Même les intégralistes sont pour la laïcité. Mais ça ne doit pas être une arme, en quelque sorte, qui va scruter les reins et les cœurs des individus. Et je le regrette. Parfois, dans le discours politique, ou dans un certain discours politique, un certain discours public, la laïcité est moins un principe qu'une valeur concurrente des visions du monde religieuses. Oui, ça l'amène à un dernier point, mais qui est double en fait, des deux côtés. Donc, la question des lumières. Alors là, moi, je vais lire un tout petit extrait, puisque vous faites ce travail de déconstruire la notion de lumière en prenant, en choisissant un philosophe, certes un peu oublié, hein, de la Révolution française, toujours intéressant quand même de lire, voilà, qui a un discours sur la raison, voilà, on adhère tous. Et puis il écrit, voilà, donc je vous cite, hein, voilà, donc il loue les lumières, donc il s'agit de Sylvain Maréchal, hein, je ne sais pas celui qu'on connaît le plus, voilà, donc qui a un réquisitoire et qui loue donc effectivement les lumières de la raison. Il écrit le mot en lettres capitales pour en marteler l'importance. La raison veut que chaque sexe soit à sa place et s'y tienne. Les choses vont mal quand les deux sexes empiètent l'un sur l'autre. La lune et le soleil ne luisent pas ensemble. La raison veut que les sexes différents de talent comme d'habits. Il est aussi révoltant et scandaleux de voir un homme coudre que de voir une femme écrire, de voir un homme tresser les cheveux que de voir une femme tourner les phrases. La raison maintient ce vieux proverbe, les paroles sont des femelles, les écrits sont des mâles. Donc, c'est vrai que je trouve très utile de
d'être capable d'avoir cette distance, cette notion de raison, quand elle devient effectivement un outil de propagande, il y a les choses qu'elles sont, hein, une instrumentalisation. Euh, voilà. Alors, le pendant de ça, effectivement, donc moi je trouve que vous êtes un peu dur avec la question moi je l'utilisais avec mes élèves, déjà leur dire ça existe, voilà, l'islam des Lumières, l'expression islam des Lumières ne vous plaît pas beaucoup, la notion, voilà. Alors que moi, je trouve effectivement bien de rappeler qu'au Moyen-Âge, on brûlait les gens et on était beaucoup plus intolérants en Occident que justement dans le monde des Lumières, même si c'était le Moyen-Âge aussi et que ça pouvait mal finir quand on se posait à l'État dans le monde ottoman, mais quand même à tout prendre en termes de tolérance, on avait des leçons à prendre chez eux. Donc peut-être revenir déjà sur ce point-là, et puis j'aurai un point encore derrière sur mon ressenti d'enseignant à nouveau, sur des dérives auxquelles on peut. Merci. Oui, Sylvain Maréchal est une référence intéressante. C'était pour montrer effectivement que la raison n'est pas progressiste par essence. Comme si c'était linéaire, comme si le développement de la raison, le baptême de la raison était linéaire. Parfois, il pouvait y avoir une raison qui déraisonne, l'expression qu'il utilise. Sur les Lumières, ce n'est pas l'expression que je n'aime pas, c'est le fait que Emmanuel Macron ait parlé d'islam des Lumières, qu'il souhaitait un islam des Lumières. Et ce que je dis, c'est que ce n'est pas au chef de l'État de souhaiter un islam des Lumières. J'en reviens à cette cohérence. J'essaie d'avoir cette cohérence, c'est-à-dire à la société de se saisir de cette question, qui est légitime, le fait qu'il y ait un islam éclairé, éclairant, etc. Mais le chef de l'État, en tant que chef d'État laïque, ne peut pas le souhaiter. Il peut souhaiter des musulmans qui respectent intégralement la loi. Ça, c'est requis de sa part. Il appelle les citoyens à respecter scrupuleusement la loi. En revanche, il ne peut pas souhaiter ou vouloir un islam des Lumières. Donc l'expression ne me gêne pas, a priori, c'est le locuteur qui me gêne en quelque sorte quand il l'utilise. Par ailleurs, il faut être prudent. C'est-à-dire que l'islam des Lumières, tel qu'on l'entend spontanément, ce n'est pas votre cas sans doute, sans doute pas votre cas aussi, j'espère, ce n'est pas un islam qui a complètement renoncé à des formes de pratiques rituelles ou ritualistes. Parce qu'il y a aussi parfois une forme de mépris, de tapis derrière l'expression en disant l'islam des Lumières, le meilleur islam, c'est l'islam intellectuel, l'islam d'esprit. Je suis d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on peut être baigné dans la foi et être intelligent. L'intelligence et la foi ne s'opposent pas, selon moi. C'est tout à fait possible. Mais nous ne devons pas toiser un musulman qui serait attaché au rite comme si le rite était abétissant, si vous me permettez l'expression. Et c'est ce que je reproche parfois aux usagers, aux locuteurs qui mobilisent l'expression islam des Lumières. C'est la seule critique que je fais. Il peut y avoir un islam des Lumières, citons Averroès, Ibn Rushd, 1126-1196 ou 1198, plus exactement. Alors, il est l'auteur d'un ouvrage qui a été traduit par le regretté Marc Geoffroy, qui nous a quittés il y a quelques années. Il a fait une très bonne traduction du traité décisif, Fas al-Maqal. Mais n'oublions pas que Ibn Rushd était philosophe et qadi, juge musulman pour faire simple, et qu'il a écrit un ouvrage en langue arabe qui a été traduit, je pense, en langue anglaise, je ne suis pas sûr qu'il y ait des traductions en français, intitulé Bidayat al-Mujtahid. Par là où doit commencer celui qui est capable de faire un effort. Alors vous me direz, ce qui mobilise Ibn Rushd, c'est l'effort d'interprétation, l'ijtihad. Le fait qu'il y a des conditions, des prérequis pour être capable d'interpréter le texte religieux, le texte coranique ou les textes coraniques. Donc oui, pour l'islam des Lumières, mais un islam des Lumières, quand l'expression est utilisée, qui ne méprise pas forcément celui qui est en train de rite, qui a besoin de pratiquer la prière, etc. C'est vraiment ça l'essentiel de la critique que je formule. Alors, du coup, le prof que je suis, pour revenir sur le dernier point, effectivement, donc, je disais, la question se pose dans l'école comme elle ne se posait pas il y a 25 ans, il y a une évolution. C'est vrai que maintenant, je le sais, j'ai des élèves. Donc moi, d'abord, j'ai changé ma méthode. Premier cours d'emblée, je pose la question de à quoi je sers dans une salle de classe et je pose la question du fait que mon métier, c'est d'interpréter les textes et apprendre les jeunes à les responsabiliser sur la question d'interpréter, donc se faire leur propre opinion sur le texte, d'aller vers le texte original, etc. Mais c'est vrai que j'ai quand même des élèves qui sont créationnistes
est plutôt majoritairement musulman, et que c'est effectivement un vrai défi pour un enseignant d'expliquer, parce qu'ils me disent très sérieusement, mais c'est une théorie, il y a deux théories qui s'opposent, il y a la théorie de Darwin et la théorie... et c'est assez difficile, parce qu'on ne sait pas d'où vient cette conviction, cette théorie très difficile. Alors moi, je sais comment je l'aborde, au sens où je dis aux jeunes, effectivement, en tant qu'enseignant laïque, je ne suis pas du tout pour m'opposer à leurs croyances, et que mon travail, c'est d'essayer d'interpréter les textes. Il s'agit de pouvoir dire aussi que donc, si les textes religieux ne se trompent pas, et ils ne se trompent pas si vous êtes croyant, si les textes religieux ne se trompent pas, acceptez que vous puissiez vous tromper, vous, sur leur interprétation. Et que donc, il faut lire autrement. Alors, c'est assez simple sur d'abord, c'est très bien parce que la Genèse, la création du monde, on peut dire que une grande correspondance, les 6 jours, etc., etc., expliquer qu'un jour pour Dieu, pas tout à fait un jour pour un homme. 6 fois 24 heures, ça ne marche pas. Mais si Dieu est éternel, voilà. Donc, ils arrivent à peu près à comprendre ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai défi quand on a effectivement l'impression que, évidemment, ça vient d'ailleurs, cette croyance, et qu'il ne s'agit pas de heurter leur conscience, mais en même temps d'expliquer que on peut on peut concilier la science et les textes sacrés, mais le fait qu'il faut pour ça avoir un peu de distance avec ça, c'est un peu difficile. Oui, je vois du petit là ce que vous dites, parce que c'est justement le contenu d'un propos que j'ai tenu devant une assemblée, pour un public plutôt conservateur. On m'avait invité à intervenir, j'étais intervenu sur la question du mal chez Leibniz. J'ai aussi la passion philosophique, chevillée au corps. Donc, je suis venu faire une conférence et il y a quelqu'un dans l'assistance qui m'a dit, qu'est-ce que vous pensez, une dame, qu'est-ce que vous pensez des miracles scientifiques du Coran? Et je me suis tout de suite mise en garde contre ça. On appelle en arabe l'Ijaz al-ilmi, le fait que le Coran confirmerait des vérités scientifiques. Cela a été battu en brèche, y compris par des musulmans scientifiques. Cette idée que le Coran serait un miracle scientifique ou dispenserait des miracles scientifiques. Je pense notamment à Nidal Gessoum, qui est professeur qui a enseigné aux États-Unis, qui est actuellement à l'université américaine de Sharjah, aux Émirats. Quelqu'un de remarquable qui s'exprime en 3 langues, dans les 3 langues arabes, français, anglais, qui écrit un très bon ouvrage, Islam et sciences, où il met en pièces cette idée que le Coran euh, dispenserait ou enseignerait des vérités scientifiques. Le Coran, je le dis ici, je saisis l'occasion qui m'est donnée, le Coran est un texte de foi. Même pas de loi avec un grand L, parce que le Coran, c'est 6236 versets, et les normes, à supposer qu'elles soient toutes prescriptives, c'est entre 200 et 634 versets. Il n'y a pas de certitude sur le nombre de versets normatifs. Et dans le normatif, il y a le descriptif et le prescriptif. Donc, on ne sait pas trop. Donc, je dirais que c'est un texte de foi qui n'implique pas des vérités scientifiques. Deuxième élément qu'on peut rappeler, c'est que le texte coranique est contemporain de vérités scientifiques connues de tous, y compris des Arabes. Donc, le fait qu'il peut y avoir comme ça des correspondances, ce n'est pas quelque chose d'absurde. Ça correspond à un état de la connaissance au moment où le Coran ou les textes coraniques sont mis par écrit. Donc, pas de surprise. Troisième élément, le risque qu'encourt quelqu'un qui dit oui, la terre est plate, etc., c'est de se mettre en porte-à-faux par rapport au texte qu'il érige au rang de texte divin. Parce que si demain, scientifiquement, on découvre des vérités qui vont à l'encontre de ceux qui disaient hier que le Coran démontrait ceci ou cela, c'est courir le risque de se mettre en contravention par rapport à son texte, on dit sacré et d'origine divine. Donc, c'est 3 arguments que l'on peut mobiliser devant un public dubitatif sur la question, je dirais, de la Terre n'est pas plate, etc., ou du créationnisme, pour reprendre l'expression courante. Et il n'y a pas d'opposition a priori entre un attachement à la foi musulmane, encore une fois, il y a des exemples, hein, j'ai cité Nidal Gessoum, il y en a d'autres, attachement à la foi musulmane et esprit d'ouverture sur les découvertes scientifiques. Parce que ce sont 2 espaces différents. Il y a le texte de la foi, qu'est-ce qui vous permet d'être édifié par des récits coraniques, des récits prophétiques, etc., pour cultiver votre rapport vertical ou votre rapport horizontal, le rapport vertical, le rapport à Dieu, rapport horizontal, rapport aux autres, sans sacrifier les découvertes scientifiques humaines qui sont apportées. Il n'y a pas d'opposition. Mais c'est vrai que l'enseignant a besoin, quand c'est possible, hein, il ne s'agit pas d'être tous des sachants en matière de rapport entre islam et science, mais de
de prendre le temps parfois d'aller voir ce que disent des musulmans, des scientifiques, qui expliquent que ces propos tenus par des élèves n'ont absolument aucun sens, y compris du point de vue de la tradition musulmane. Je pense que ça va être le moment aussi de passer le micro à notre petite assemblée. Est-ce que vous avez, vous, des remarques, des questions, des choses que vous voyez, voilà, des questions que vous pourriez poser? Merci beaucoup et merci à l'auteur de publier ce livre qui me semble d'une actualité absolument brûlante. Vous étiez juste sur le lien entre foi et science. Alors, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a un certain Brouwer aux Pays-Bas qui a introduit la mathématique intuitionniste, la logique intuitionniste. C'est-à-dire, en fait, la remise en question de la logique aristotélicienne du tir exclu. En microphysique, on connaît bien ça. Quand on débat sur la Trinité avec des musulmans, moi je suis catho, quand on débat sur la Trinité, on a ce genre de questions qui surgit. Effectivement, il y a à remettre en place un certain nombre de notions, notamment le fait que les vérités sont plurielles et que quelqu'un qui est croyant, bah, oui, il a sa vérité. Il peut très bien être scientifique dans son laboratoire. Si son chef de laboratoire lui fait appliquer la logique aristotélicienne de manière stricte, bah oui, bon, il va gagner son bifrette, mais il peut très bien rentrer chez lui et se dire, tiens, après tout, il y a autre chose. Mais il y a dans votre ouvrage, il y a quelque chose qui me semble très actuel. La République autoritaire, ça me paraît évident que c'est autoritaire, parce qu'en France, quand c'est arrivé avec les Lumières, pas d'un rigolade, Robespierre, le roi Louis XVI, tout ça, c'était, bon, le but de la République française, c'est de combattre le catholicisme. Et il y a eu des périodes de calme quand le catholicisme est rentré sous terre, ça se passait bien. Et tout d'un coup, l'islam arrive, pose des questions très homorphes à celles que pouvait poser le catholicisme à certains moments. Et bien sûr, des conflits apparaissent. Mais que la République soit autoritaire, ça paraît une évidence. Et ce qui pourrait nous égarer, c'est d'imaginer que la République puisse être autre chose qu'un dispositif autoritaire. Et quand les croyants sont confrontés à la République, quand ils mettent la laïcité, dans leur inconscient, c'est la lutte contre le catholicisme. Et ils veulent utiliser l'islam pour lutter contre le catholicisme. Mais ça se retourne contre eux, parce qu'il y a de nouveaux croyants plus nombreux qui arrivent. Donc ils sont effectivement en état un peu de panique. Et bon, c'est vrai qu'on peut les comprendre de temps en temps de paniquer un peu. C'est bien, c'est bien. Mais nous, les croyants, on a effectivement à revoir un petit peu les choses différemment. Et il y a le combat contre les écoles religieuses, l'éducation nationale qui est quand même un machin très anti-catho, hein, très anti-clérical. Et effectivement, l'élève musulman qui vient sur le créationnisme, on lui dit, bah, voyez Baudelaire, voyez la logique, remettre l'exclu en question, et puis voilà. Donc, votre bouquin est extrêmement intéressant et il arrive au bon moment. Maintenant, je ne suis pas trop d'accord avec le sous-titre. Avec le titre, avec un point d'exclamation. La République autoritaire, point d'exclamation. Merci beaucoup. Ah, peut-être qu'on va, on va faire. Oui, peut-être deux, trois, prendre deux, trois questions. C'est un micro, je ne sais pas ce que vous voulez. Donc, la République soit pas régime autoritaire, je pense qu'il faudrait quand même une illustration un peu plus précise plutôt qu'une affirmation. Deuxièmement, que l'opposition, enfin, que la République se soit construite contre le catholicisme, je pense que c'est une histoire française qu'on n'a pas le temps de développer ici, hein, mais qui, de fait, renvoie à tout ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle, etc. Alors, le hasard fait, monsieur, que ce matin, j'ai écouté un moment de grande intelligence, à savoir l'intervention de Delphine. Oui, j'ai entendu aussi sur France Inter, Rottweiler, oui, voilà. C'est une question extrêmement intéressante et qui peut, je dirais, vous éclairer quant au problème que vous posez, quand je dis problème au pluriel, celui de l'identité. Et quand vous parlez de ces jeunes filles qui mettent un voile pour être visibles, hein, ça me semble extrêmement intéressant, qui ensuite d'ailleurs peuvent l'enlever, est-ce que justement
en vous écoutant, je me suis posé la question suivante. Est-ce leur identité, la façon dont elles se définissent sur le plan de l'identité, est une identité justement univoque? Et moi, je pense que c'est une chose sur laquelle peut-être il faudrait travailler. Car ces jeunes filles n'ont pas seulement une identité musulmane, comme elles semblent le revendiquer en portant un voile, mais elles sont aussi des femmes, elles sont aussi, si elles ont 18 ans, des citoyennes, bon, etc., etc. Et donc, si vous voulez, en vous écoutant très attentivement, j'ai trouvé intéressant, justement, si vous voulez, cette espèce de concomitance entre ce travail de Delphine Orbière sur le point de l'identité, de l'altérité, hein, et l'histoire de ces jeunes filles. Bon. Pour ce qui concerne la laïcité, je pense quand même qu'il est très intéressant d'avoir des exemples précis. Je voudrais citer ici l'ouvrage d'un inspecteur général qui s'appelle Jean-Pierre Aubin, qui a recueilli un certain nombre, je ne sais pas, Florence, si tu l'as lu. 2002, enfin, il est assez ancien déjà. Ah bah, 20 ans, 2004. Non, le tout dernier, d'accord. Parce que le premier, le rapport qu'il avait fait, d'accord. Oui, d'accord. Dernier ouvrage qui est une sorte de témoignage, enfin, il articule un certain nombre de témoignages sur justement ces problèmes de l'école face justement des problèmes de laïcité. Et je crois que c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Hein, et je crois qu'il y a des choses, vous disiez si le voile était interdit dans. Hein, je pense que la loi de 1905 est extrêmement précise. Hein. L'espace public n'est pas laïque. C'est écrit nulle part. Je pense quand même qu'il faut peut-être travailler, revenir justement au texte. Moi, si j'étais encore enseignante de philosophie, mais je prendrais le texte de tout le débat qu'il y a eu à propos de la loi concernant la laïcité et comment la discussion justement portée par un récit brillant au moment de la discussion qui a précédé et ensuite du vote de la loi, qui permet justement de bien faire la distinction entre l'espace public. La rue n'est pas laïque. On peut s'habiller comme on veut dans la rue. L'école, en revanche, oui, c'est un laïcité. D'autres remarques ou on passe le micro Donc, effectivement, il a été développé dans l'intervention précédente sur l'identité. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans la mesure où, évidemment, le terme d'identité fige une réalité. Et je crois que de ce point de vue, il y a peut-être une confusion dans la mesure où, bien évidemment, pour ce qui est de ces jeunes filles, par exemple, qui s'affirment et s'affichent avec le voile, il est évident que c'est une forme de tentative de conquête de reconnaissance et que effectivement c'est aussi une forme d'enfermement, c'est-à-dire que à travers cette apparence extérieure, elles empêchent ou elles appellent qu'on puisse voir toute la complexité de leur recherche d'expression personnelle. Et je pense de ce point de vue que, comme disait Aragon de la chemise, le voile cache ce qu'il montre et montre ce qu'il cache. Et de ce point de vue, bien sûr, c'est à la fois un refus ou un refus du corps et un appel à l'imaginer, bien sûr. Ce qui me paraît quand même très, très propre, non pas à la France et à sa République, mais à la métropole,
c'est comment dirais-je, les relations que nous avons avec ces questions-là, alors que, par exemple, dans le territoire de la République qui est Mayotte, le comportement des jeunes filles par rapport au voile est absolument, absolument différent. C'est-à-dire qu'elles arrivent à 80%, et même davantage, voilées devant le lycée, et que une fois qu'elles entrent dans le lycée, elles se défringuent et elles montrent leurs vêtements à la mode. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse. Et c'est au moins un appel à réfléchir à ces questions. Pour ma part, je connais des étudiantes mahoraises qui sont venues étudier en France métropolitaine, qui, pour la plupart d'entre elles, pratiquent la religion musulmane, au moins en ce qui concerne les actes de tradition, c'est-à-dire prière, ramadan, etc., etc. Mais aucune d'entre elles ne porte le voile depuis qu'elles sont en France métropolitaine. Et de ce point de vue, je dirais que il n'y a pas une hypocrisie à la Tartuffe, mais quand même, on peut trouver des arrangements avec la religion et avec la société. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a un État au monde, dans un immense État qui est un lieu d'observation absolument extraordinaire, c'est le Kerala, où on a un État qui est dirigé par les communistes. C'est vrai que l'État est tout petit, mais il est merveilleux au sud de l'Inde. Et à l'intérieur de cet État, il y a une immense majorité de musulmans et de musulmans pratiquants. Et ça fait des années et des années que cette coexistence pacifique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas pleine de contradictions, mais que cette coexistence pacifique et civile existe et, ma foi, d'après ce que je sais, se porte bien, notamment dans le domaine de l'éducation des enfants. Il va falloir que le temps passe. Voilà, il faut quand même laisser le petit temps de répondre. Bon, je vais répondre rapidement. Merci pour les remarques qui étaient moins des questions que des remarques. Je vous en remercie, mais je souscris à ce qui a été dit. Je crois qu'il faut accepter l'idée que ces jeunes filles, si on devait prendre cet exemple qui porte le foulard, qu'elles ont une identité composite. D'ailleurs, elles ne revendiquent pas seulement l'islamité, elles peuvent être autre chose. Et paradoxalement, tout en affirmant ce voile, on a tendance, dans le débat public, à araser complètement les autres formes d'identité, qu'elles peuvent revendiquer par ailleurs. Et comme on est focalisé sur le foulard, qui est un des aspects identitaires, on en oublie les autres aspects identitaires. Et c'est là où c'est dangereux, me semble-t-il. Parce que le voile, on peut l'interroger, on peut en interroger les motivations, etc. Mais on ne peut pas passer outre la subjectivité des personnes qui décident de le porter pour de multiples raisons. Je l'ai dit tout à l'heure, par confession, par conviction, par tête identitaire, etc. Et nous devons être attentifs, non pas être forcément d'accord avec le choix, mais être attentifs aux raisons, et là je serais très ricorien d'une certaine façon, aux raisons invoquées et convoquées par les premières concernées. Juste, puis on va s'arrêter là. Juste finir sur une note un peu optimiste. Donc je dis ça, puis je pars dans l'idée qu'il n'y a pas beaucoup de Zémouriens dans la salle. Après tout, on est quand même invité par les SOS-Mars. Dire que effectivement la question du grand remplacement est mis en avant, moi je le perçois dans mon établissement scolaire de manière extrêmement positive. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le préambule du livre, vous êtes musulman, vous êtes prof de sciences politiques, et moi ça fait 12 ans ou 13 ans que je suis dans mon lycée, et il y a un vrai plafond de verre qui a sauté, c'est-à-dire qu'effectivement, le grand remplacement se fait et c'est formidable. C'est-à-dire que j'ai été en collège longtemps dans le Médoc avant, et que quand je suis arrivé dans mon lycée de centre-ville, je me suis dit, mais ils sont passés où? Tous les petits maghrébins que j'avais, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, effectivement, maintenant, ils ne sont plus en section professionnelle, ils ne sont plus forcément en section technologique, et ils sont en section générale, et que donc, effectivement, oui, il y a un changement social qui est en cours. Donc, cette visibilité, eh bien sûr, ça bouleverse, ça change, oui, ça déstabilise des gens qui étaient dans une
vision un monde qui ne bouge pas. Et notre société française, elle bouge. Mais il faut le voir comme quelque chose de très positif, effectivement, qu'il y ait des résistances de ceux qui se voyaient comme ayant une sorte de place gardée et qui avaient un discours, même parfois très inclusif, mais que du discours, justement. Ah oui, mais maintenant, ça arrive vraiment. C'est-à-dire que nous avons des jeunes filles qui peut-être se voilent, mais qui aussi font des études, vont devenir médecins, vont devenir chercheurs, et s'intègrent complètement. Et donc, effectivement, ça bouleverse nos représentations. Certains très conservateurs en France aux non-musulmans s'en inquiètent, mais je trouve ça, moi, très positif. Voilà, l'intégration peut faire. Quand même être optimiste. Le monde d'après. Merci. Merci.